Bonjour à tous. Alors déjà, je voudrais remercier le CNGE pour son invitation. Je pense que c'est important que la DGOS puisse participer à ce type d'événement pour pouvoir répondre à vos questions. Je vais vous revenir rapidement sur les travaux qui ont été menés et les décisions qui ont été prises ou qui sont en cours de stabilisation sur le cadre de rémunération de cette future 4e année du DES de médecine générale. Et puis, je pense qu'après, dans la phase de questions, je pourrai, j'espère, apporter des réponses à un certain nombre de vos interrogations. Peut-être, puisque je le sais, souvent, nos interlocuteurs pensent qu'on prend un malin plaisir à inventer des dispositifs compliqués, juste pour le plaisir d'inventer des dispositifs compliqués. Alors, je tenais à vous démentir. En fait, nous, on adorait pouvoir faire des choses hyper simples, hyper consensuelles et qui conviennent à tout le monde. C'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Sur cette 4e année, les intervenants l'ont dit, Attika l'a dit, c'est une décision qui n'est pas nouvelle, c'est une décision sur laquelle on travaille et on travaille avec l'ensemble des acteurs concernés depuis déjà plusieurs années. Et j'ai une appréciation un peu différente de celle d'Attika parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé depuis. Alors certes, on se rapproche de la date de mise en œuvre. Cette date de mise en œuvre, je vous le dis, nous, en tout cas, on travaille pour qu'elle puisse être respectée dans de bonnes conditions pour les étudiants, pour leurs encadrants et surtout dans de bonnes conditions pour les patients sur les territoires qui ont besoin que ces docteurs juniors viennent augmenter l'offre de soins. Et donc, on a un enjeu de réussite collectif et on se tient au calendrier tel qu'il a été fixé. Pour cette réforme, alors certains des intervenants l'ont rappelé avant moi, elle poursuit plusieurs objectifs et c'est ces objectifs qui ont conduit en partie aux décisions qui ont été prises sur le cadre de rémunération. Le premier objectif, c'était de mieux préparer les futurs médecins généralistes à exercer en ville, en cabinet libéral ou en structure d'exercice coordonné sous un modèle de salariat. D'abord, de mieux les préparer à la nature de la patientèle qu'on suit en ville, et ça a été rappelé par certains d'entre vous, avec cette dimension de suivi des pathologies chroniques qui était peut-être insuffisamment présente jusqu'ici dans la formation, et puis les préparer à un exercice en ville, un exercice libéral ou un exercice salarié, et notamment aux enjeux de cotation de l'activité réalisée. L'autre objectif, c'était aussi d'inciter plus fortement à l'installation sur les territoires, notamment les territoires les moins attractifs et aujourd'hui les moins bien dotés en offre médicale. Et on le verra, c'est ce qui traduit aussi une partie des choix qui ont été faits sur la rémunération. Donc on est parti de ces objectifs, mais à ces objectifs s'ajoutent d'autres éléments importants à prendre en compte dans la réflexion. Le premier élément, il est désagréable, personne n'a envie de l'entendre, mais on est dans un cadre budgétaire contraint. Donc il faut que cette réforme, elle puisse être financièrement équilibrée pour être soutenable. Ça, c'est le cadre qui s'impose à peu près à toutes les réformes de politique publique dans le contexte actuel. Le deuxième sujet, effectivement, c'était, donc on l'a dit, favoriser des stages dans les zones les moins dotées, avoir une activité qui permette de se former dans de bonnes conditions, la possibilité pour les DJ de participer à tous les volets de l'activité, donc y compris à la permanence des soins obligatoires, et puis un apprentissage pour la part libérale, un apprentissage à la cotation des actes. Il a aussi fallu tenir compte de paramètres autres que dans les objectifs premiers de cette réforme, mais qui s'imposent à nous. D'abord, des paramètres d'équité. Le premier paramètre d'équité, c'est que ces docteurs juniors en stage ambulatoire, ce ne sont pas les seuls docteurs juniors, et donc il fallait que leur rémunération puisse être comparable et équitable avec les docteurs juniors des autres spécialités ou qui ne font pas leur stage en ambulatoire. Le deuxième sujet d'équité qu'on a, c'est que pour le patient, être pris en charge par un docteur junior, ça doit être neutre par rapport à une prise en charge par un médecin installé. Et c'est des paramètres qui ne sont pas neutres du tout dans les dispositifs qu'on va décrire après. Et enfin, on a dû aussi, parce que on a quand même beaucoup échangé au cours des dernières années et des derniers mois sur ce sujet avec l'ensemble des parties prenantes, on a dû tenir compte des attentes et des lignes rouges des parties prenantes, et ça n'est pas une surprise, l'ensemble des parties prenantes ne sont pas toujours d'accord entre elles sur ces lignes rouges. Et donc les voies de passage sont parfois compliquées. Une des premières lignes rouges,
rouge qui avait été placée sous le signe de l'éthique, c'était que la rémunération du maître de stage ne dépende pas trop de l'activité du docteur junior pour ne pas créer de pression excessive à cette activité. Une des autres lignes rouges, c'était aussi pour les docteurs juniors de ne pas avoir une contrainte administrative trop forte liée à ces stages ambulatoires et notamment liée au fait qu'ils pourraient être assimilés à des professions libérales avec toutes les exigences que ça requiert, la création d'un compte bancaire professionnel spécifique, l'affiliation au régime des professions libérales, notamment pour la retraite, et la déclaration de revenus, non pas sur la 2042 en traitement et salaire, mais en tant que BIC et BNC. Donc ça fait partie de l'ensemble des paramètres qu'on a dû prendre en compte. Sur la base de ces paramètres, et après de longues discussions et de nombreux revirements de position et rebondissements, et je le rappelle, dans un contexte politique qui nous oblige tous, qui est qu'on a une forte instabilité qui ralentit la prise de décision, on a fini à l'été par obtenir un arbitrage sur des rémunérations pour le docteur junior et pour les maîtres de stage. Pour le docteur junior, l'arbitrage, il a reposé d'abord sur les principes qu'on a rappelés, et notamment ce principe d'équité avec les autres docteurs juniors, et ensuite sur la simplicité en partie du modèle, avec donc une rémunération sous forme de salariat, avec des composantes forfaitaires. Donc ça, effectivement, ça repose sur des émoluments qui sont les émoluments de base du docteur junior et un axe très fort mis sur l'exercice en zone sous-dense, là aussi en cohérence avec un des premiers objectifs poursuivis par cette réforme qui est d'inciter à l'installation sur les territoires qui sont aujourd'hui les moins bien dotés en démographie médicale. Donc ça fait cette rémunération, effectivement, avec une indemnité de 1 000 € qui va venir s'ajouter aux émoluments de base pour les stagiaires qui seront en ZIP. La dernière composante, c'est une composante qui tient compte du fait qu'il faut que le docteur junior ait une activité minimale satisfaisante pour pouvoir se former correctement, et donc c'est une prime forfaitaire qui, elle, est semestrielle d'un montant de 500 €. Alors évidemment, si vous la ramenez à l'acte, ça peut paraître anecdotique. Quand vous la prenez dans son ensemble, c'est 500 € pour tout un tas de Français, c'est très loin d'être anecdotique. Donc ça, c'est les composantes de la rémunération des docteurs juniors. La difficulté qu'on avait, c'est que le docteur junior, il va donc, on l'a dit, il va exercer en cabinet comme un médecin installé, il va donc facturer son activité. Cette facturation d'activité, elle génère un revenu. Alors, pour la partie qui est prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, on a convenu, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une disposition législative, c'est pas pour fixer le modèle de rémunération, c'est pour fixer les circuits de circulation de l'argent. La partie obligatoire, elle sera facturée en tiers payant par le docteur junior, et l'assurance maladie va retenir ces paiements qui vont venir alimenter le système. En revanche, la partie patient, à défaut de savoir faire fonctionner un tiers payant intégral généralisé avec l'ensemble des organismes complémentaires, la partie patient, elle est bien réglée par le patient au moment de la consultation, et donc dans le schéma initial, elle était réglée au docteur junior et elle venait en guise, on va dire, d'acompte sur les rémunérations à verser par l'université. Ce schéma, on l'a entendu, il était très complexe à comprendre et anxiogène pour les docteurs juniors, puisque le statut de ces rémunérations, qui était clair dans le droit, mais pouvait prêter à confusion, puisqu'ils percevaient une rémunération à l'acte, et donc effectivement, ça générait une angoisse. Donc, ce schéma, il a été changé sur proposition des acteurs. Les acteurs sont venus avec une proposition consensuelle et donc il a été changé. L'argent qui sera collecté au titre des tickets modérateurs et de la part complémentaire, il est collecté pour le compte du PAMSU dans le nouveau schéma. Et donc, c'est de l'argent qui sera versé, s'il est payé par carte, sur le compte du PAMSU ou de la structure qui encadre. Et si c'est payé en espèces, il sera collecté pour le compte du PAMSU. Donc, le docteur junior, lui, il est bien rémunéré intégralement, forfaitairement, par son université, dans les conditions habituelles de rémunération des docteurs juniors des autres spécialités, modulo, encore une fois, les montants spécifiques qui sont liés à la prime ZIP et à la prime d'activité. Ça, c'est pour le docteur junior. Encore une fois, pour le patient, c'est neutre. Il va aller en cabinet, il va bénéficier d'un tiers payant sur la part base, d'un tiers payant intégral si le médecin ou la structure offre le tiers payant intégral. Et l'argent, ensuite, ne passe pas sur le compte du docteur junior ou du PAMSU. Et pour la part complémentaire, effectivement, il va régler cette part complémentaire qui sera au bénéfice du PAMSU. Donc ça permettait de tenir les différents objectifs et ça permet d'assurer une forme de simplicité.
Pour le maître de stage, là aussi, les rémunérations qui ont été arbitrées, qui sont parues à l'été, sont forfaitaires. Dans le cadre de la modification qui est en cours d'examen au PLFSS, le PAMSU qui devait toucher une prime, on va dire, de compensation de la charge de l'accueil du stagiaire, ne touchera plus cette prime, mais bénéficiera de l'argent correspondant au ticket modérateur versé par les patients pour l'activité réalisée par le docteur junior. Ça permet au PAMSU, la prime qui va être du coup substituée par ces tickets modérateurs, elle était de 1 200 €. Les tickets modérateurs que va percevoir le PAMSU seront assez facilement, avec une activité moyenne du docteur junior, atteints via les tickets modérateurs. Et après, on discute et on a encore des discussions en cours. Alors j'entends Attica qui appelle à des décisions et j'entends aussi la critique de pas assez concerté. Donc on fait des groupes de travail pour réussir à se mettre d'accord, puisque sinon vous allez nous reprocher de passer en force et de ne pas vous avoir écouté. En revanche, j'entends aussi la nécessité d'avoir des décisions rapides. Donc on a une première étape à franchir qui honnêtement va être compliquée à franchir, pas sur ce sujet de 4e année en tant que tel. Elle va être compliquée à franchir d'un point de vue de fonctionnement de nos institutions actuelles. C'est l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale qui, encore une fois, porte les circuits. Et ensuite, on pourra effectivement, une fois que ce circuit qui fait que le TM est collecté pour le compte du PAMSU, finaliser les textes réglementaires, ajuster les arrêtés déjà sortis, l'arrêté déjà sorti pour les PAMSU, puisqu'encore une fois, du point de vue du docteur junior, il n'y a pas d'ajustement de ce point de vue-là. Et il faut qu'on continue à travailler sur le volet des rémunérations qui, pour l'instant, n'a pas été fixé pour les textes, qui concerne la permanence des soins ambulatoires, et sur lequel, effectivement, on vous propose d'avoir un groupe de travail spécifique, puisqu'on va avoir les mêmes difficultés, c'est-à-dire ça n'est pas de l'activité libérale, donc c'est une rémunération qui doit s'assimiler à une rémunération de salariat, et donc il faut qu'on trouve le chemin forfaitaire qui permet de rémunérer cette activité. Mais là aussi, encore une fois, on peut nous entendre la frustration, et on peut même la partager sur le fait que la prise de décision a été longue, mais qui est liée à un contexte qui n'est pas propre à la discussion que nous avons aujourd'hui, qui est propre à la façon dont notre pays, en ce moment, connaît de l'instabilité du point de vue de ses instances politiques et de son fonctionnement démocratique. Mais encore une fois, le travail technique, il avance. On a un certain nombre de choses qui ont été crantées et on croit qu'il est encore possible de mettre en œuvre dans de bonnes conditions, pour tout le monde, encore une fois, cette année de docteur junior à la rentrée 2026, comme ça a été convenu. On a encore des points à travailler, la sécurisation des PAMSU qui auraient une patientèle atypique, la rémunération de la PDSA, la phase d'appariement. Il y a un certain nombre de questions qui ont été évoquées par le docteur Cardonnel qu'il faut qu'on arrive à instruire, mais encore une fois, ces travaux, ils peuvent avancer en parallèle à bon train avec des décisions qui viendront rapidement. En tout cas, l'administration se met en situation de provoquer ces décisions rapidement. Et ensuite, on avance pour que cette année soit mise en œuvre dans de bonnes conditions. Et encore une fois, que ce soit une réussite pour vous, mais surtout pour les patients. Merci.